Okay, I'm gonna speak in English. Well, first of all, thank you for the talk. I've got a lot of notes. I'm going to organize them just a little. Rather than resume the talk or give a synopsis of the talk, I'm just going to raise a few questions or comments that came to me as I was listening to the talk. The first one concerns the relationship between trauma and contemporary history, and the notion that they're closely related. My first question, and it's not a completely fair one, but it's just not a very European concept of contemporary history. Would Chinese historians, or before the creation of the various Indian states, would they see that same history? Was this not the role of the Second World War? Is the European part, obviously the war in Japan, obviously the Asian War, but is the World War II and the Holocaust not really European history imposed on the rest of the world to a certain extent, in this notion of trauma and coming to grips and dealing with trauma? That would be the first question. The second question is, are we now not in a period where the majority of people haven't experienced trauma, at least Europeans? Most Western Europeans alive now don't, other than personal trauma, have certainly not. It's difficult to imagine that they've lived any collective trauma. And so is this relationship between trauma and contemporary history breaking down? And what makes me think of it is that there's a variety of historians now who suggest that the post-war is over. There's Tony Jeff in his book. There's Charles Mayer in his article on territoriality. There's Jeff Ely, who's coming up with a book very soon, who's making this argument that, precise this argument, generational argument, that the Second World War is distant memory, and despite all the efforts to commemorate it and to celebrate it to a certain extent, sometimes it is that. And so are we not in a new type of contemporary history in which trauma has, at least for Western Europeans, it might be different for Eastern Europeans, obviously, since the fall of the wall. There's still a good number of people who lived under a communist rule. But the question is perhaps, are we not is this not simply a Western European construction? First question. Second question is contemporary history being, you could say, history that deals with the living and not with the dead, which strikes me as fair enough. But it does raise the question of why then in 1989 the French Revolution, or the celebrating the centenary of the bicentenary of the French Revolution, is such an important event in France, would be the first question that came to me. The other question is I'm wondering if what's perhaps different, or slightly different, is that people actively make their history nowadays much more than before. There are some examples. You can think of Bismarck in the 19th century writing his memoirs and is trying to set his version of events. And those are very influential memoirs, and of course there's Winston Churchill. But if you think of someone like Kissinger, not only does he write, he can still write his memoirs, but he's alive to respond to his critics. And that debate between he and his critics is going to be very important in how historians understand Kissinger later on. And so I wonder if one of the things is not just that the living are alive, but the living, the actors, and the people seen as important actors are now playing a much more active role in writing their history, which perhaps there's a case to be made that there's something particular about contemporary history recently. Just an idea. Third comment. I can't even read my writing. Yes, this is the question at the end. You raise a question between the historian and his relationship to his contemporary period and his subject. We need to create some distance, and the difficulty of doing that. My response maybe would be that that's what historical training is. There's a certain method, there's a certain rigor, there's a certain community of historians who criticize your work. And one of the things that does is it keeps historians honest. I mean, we might say objectivity is just an illusory goal, and it's hard to argue against that. But there's some things that professional historians can't do. There's a limit to how presentist they can be. There's a limit to how much they can massage the evidence to make their point. They'll be denounced by the community of historians. And I
I'm wondering if that kind of dynamic worked before. I think not. I mean, I think the professionalization of history has had a lot of consequences, but one of the consequences is that it has kept historians honest. The last point is the history, this argument that you made, which was interesting. The history, all history was contemporary history up to the French Revolution, that the French Revolution represented a break. And I wonder if that's true. And I don't think my colleague and friend Didier Meilloux is not here, so I can take his work as an example, and he's not there to tell me I'm wrong. Not here to tell me I'm wrong. But one of the things he works on is these papal consecrations of monasteries and the rewriting of history by these priests in the monasteries to show that 300 years ago a pope came and visited their monastery and bestowed on them all kinds of favors. And what he's shown is that a lot of this history is completely fictitious. I mean, these monks write this history and in fact forge documents. But it does show that what's really going on is not contemporary history, in a sense of history, of a passage of time, but it's the instrumentalization of history, the intense presentism of history. And in a way, I think it brings us back to the question of professionalization of history. That kind of thing it's much more difficult nowadays. It's much more difficult it's not that history isn't politicized, it's not that people's positions don't reflect a variety of things, but there's a certain kind of crude instrumentalization of history that's no longer possible. And I'm wondering if that's the big difference, perhaps, that demarcates perhaps the 19th century, beginning of the 19th century with the Germans, von Ranke and company, from the predecessors. So those were just some points. No overwhelming conclusion, but I will leave it to questions or comments. Thank you. Merci beaucoup. Avant de poursuivre, j'aurais juste une question. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui ne comprennent pas facilement le français? C'est pour savoir, est-ce qu'on demande à Henri Rousseau de répondre en français, en anglais? Est-ce que ça vous va si Rousseau répond en français? Ça va à tout le monde? Il y a personne ne proteste, donc... Je réponds. Oui, en français. Mais est-ce que tu pourrais, pour l'enregistrement, mais aussi, il paraît que la voix porte mal. Je vais être bref. Je vais essayer de répondre brièvement à des questions énormes. Alors, première question, si j'ai bien suivi, ce lien que je fais un peu consubstantiel, disons, entre histoire contemporaine et trauma, est-ce que ça n'appartient pas uniquement au monde occidental? Si j'ai bien compris l'une des premières questions. Alors, d'abord, ma réponse, c'est que je ne me suis intéressé qu'au monde occidental, parce que déjà, j'étais très 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 loin de mes bases, et au-delà, c'est tout simplement impossible pour moi. Mais, cette réflexion n'est quand même pas née uniquement du fait que je suis spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, ma démonstration, au fond, ne vaudrait pas grand-chose. J'anticipe un peu une autre question. La catastrophe dont je parle, ce n'est pas uniquement la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est la dernière catastrophe pour nous aujourd'hui. Encore, quand je dis pour nous, ça l'était quand moi j'ai commencé dans les années 80. Il n'est plus du tout sûr que l'une des bases de l'histoire contemporaine soit encore la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est un autre problème. Là où je veux en venir, c'est que je veux prendre un exemple que je cite souvent parce qu'il m'a beaucoup marqué. Bon, moi, j'ai travaillé beaucoup sur les questions de mémoire. J'ai travaillé beaucoup sur des questions de mémoire qui étaient liées à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. C'était mon domaine. Et il m'est arrivé d'être invité souvent dans des colloques, dans des conférences, et dans des lieux qui n'avaient pas de rapport direct, ou pas toujours, avec la Seconde Guerre mondiale. Et qui même n'avaient rien à voir avec mon environnement culturel. Je vais prendre un exemple, puisque ça s'est produit la même année, et ça a été pour moi une sorte de choc, je peux pas dire, mais enfin, ça a été très intéressant. Moi, j'étais invité en Corée, où on avait organisé, en Corée du Sud, on avait organisé un colloque sur la comparaison entre la collaboration en Europe, disons en France, et la collaboration en Corée. Et on était là
disons, le même événement. Donc il y avait une contemporanéité de l'événement. L'événement, en gros, parce que la Seconde Guerre mondiale en Corée n'est pas tout à fait la même que pour l'Occident, peu importe. Mais, je prends juste l'anecdote, venait de se créer en Corée du Sud une commission qui avait pour tâche de faire la liste des collaborateurs avec les Japonais depuis l'invasion japonaise. En 1931, si je ne dis pas de bêtises. Et cette commission fonctionnait, comme on a pu voir fonctionner des commissions en Europe. On est sur le même modèle, sur le même événement, mais avec des différences culturelles absolument considérables. Différences sur la conception du temps, différences entre, par exemple, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, quant à la place qu'on accordait aux noms de famille. Par exemple, sur ces listes figuraient, faites par des historiens, la plupart des noms de toutes les élites coréennes en place, à commencer par, si je ne dis pas de bêtises, la première ministre de l'époque. Et donc, on était dans une idée où, c'est ce qu'on m'avait expliqué, je répète, où les fautes du père, les fautes des pères, les fautes des grands-pères rejaillissaient très directement sur les fautes des enfants. Conception du temps que nous ignorons, qu'on est supposé ignorer en Occident. Et pourtant, les procédures par lesquelles ce passé remontait à la surface ressemblaient comme deux gouttes d'eau au phénomène qui s'était produit, enfin que moi j'avais pu observer en Europe. Alors on peut dire, c'est normal, il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors, question simple, pourquoi cet événement-là en particulier, même si je connais pas la réponse, bien sûr, mais pourquoi cet événement-là en particulier aurait-il généré des formes de mémoire tellement particulières qui seraient à nul autre pareil de ce qui a pu se passer dans le passé? Alors bien sûr, il y a la question de l'Holocauste, mais pourquoi dans des régions où la question de l'Holocauste ne se pose pas, dans la guerre sino-japonaise, dans tout l'espace asiatique, dans tout l'espace pacifique, la question de l'Holocauste ne se pose pas, pourquoi y a-t-il des modalités similaires de mémorialisation, de mise au présent du passé, enfin bref, on pourrait trouver toutes les formules qu'on veut. Et là, c'était une première interrogation, il y a quelque chose de transversal qui se passe, alors depuis quand, je ne sais pas, mais depuis quelques années. Le régime d'historicité que nous connaissons en Occident, que je connais parce que c'est le mien, c'est tout, a une dimension qui n'est pas simplement occidentale. Je n'irai pas plus loin, mais je prends un deuxième exemple. La même année, je me suis retrouvé au Chili. Et là, dans un colloque sur la mémoire, encore. Et un colloque important, très important. Il y avait tous les officiels. Bon. Et ce colloque, toujours avec une idée de comparer avec la situation européenne, il n'était pas question de la Seconde Guerre mondiale côté chilien. Il en était question côté européen. Côté chilien, on a parlé évidemment, la dictature de Pinochet, on a parlé de la guerre de 1898, et on a parlé des Mapuches. La question de Pinochet n'a soulevé que très peu de polémiques. Les deux autres questions ont soulevé des polémiques absolument considérables, parce qu'on était dans des problèmes typiques de la société chilienne. Or, même observation là, la façon d'aborder le passé, la mémoire comme étant le seul régime possible de relation au passé, qu'on pourrait croire quelque chose d'occidental, qui avait été formulé par des philosophes occidentaux, Ricoeur et autres, eh bien, on assistait exactement à la même modalité, la même, comment dire, le même type de régime d'historicité, si je peux le dire ici. Alors, je n'ai pas de réponse, je n'en fais pas une réponse, je n'objecte pas à votre objection, mais simplement, je constate que des manières de faire, des manières de penser le temps, des manières de penser l'histoire qui nous paraissent aujourd'hui dominantes en Occident et qui semblent être des modalités occidentales, peuvent et peut-être se retrouvent ailleurs de manière transversale. Ça ne veut pas dire que l'Occident a diffusé. Je ne dis pas que l'Occident, vision néocoloniale, aurait diffusé son modèle, mais peut-être qu'il y a un régime d'historicité mondiale, j'ose le terme, c'est très risqué, au même titre qu'il y a une mondialisation de beaucoup de phénomènes, pourquoi n'y aurait-il pas une mondialisation dans la conception du temps? Alors, évidemment, seuls des historiens spécialistes de la Chine, ou chinois, ou indiens, pourraient répondre à ça. Moi, je ne peux pas aller plus loin. Mais voilà, c'est une première réponse. Deuxième chose, alors là, c'est encore un autre problème, la différence entre travailler avec les morts et travailler avec les vivants. Alors, bien sûr que je ne suis pas naïf et j'ai le plus grand respect pour mes collègues médiévistes et modernistes. Et je ne dis pas que les historiens qui travaillent avec des périodes anciennes sont d'une autre nature que moi, c'est pas du tout ça. Mais il y a des phénomènes que par définition ils ne connaissent pas. Alors, il y a le fait que le vivant réagit. Bon, ça c'est banal. Vous
parlez des mémoires de Kissinger, l'historien peut réagir aux mémoires de Kissinger, comme Kissinger peut réagir au travail des historiens. On est dans une interaction qui évidemment n'existe pas pour l'histoire médiévale, ça c'est banal, c'est bête. Mais il y a un autre phénomène qu'on sous-estime, qui est ce que j'appellerais la question du transfert. C'est-à-dire que mon problème en tant qu'historien n'est pas de me dire je peux interroger des témoins vivants. Ça, c'est ce qu'on dit aux étudiants. Vous faites de l'histoire contemporaine, vous avez cette ressource d'interroger des témoins, c'est très bien. Là, on est dans la méthode, je dirais. Mais beaucoup plus important que ça, j'écris l'histoire en présence de ces acteurs. Je travaille en présence de ces acteurs. Ces acteurs sont supposés appartenir au même temps que moi. Or, ils n'appartiennent pas au même temps que moi. Lorsque je travaille sur un survivant de la Première Guerre mondiale, pour ne pas prendre lequel la deuxième, ils ont disparu, ou sur un survivant d'une catastrophe ou d'une guerre plus récente comme la guerre d'Algérie, je peux parler avec quelqu'un avec lequel va s'opérer un transfert réciproque, il y a un échange de paroles, un échange inconscient qui est impossible par définition avec un écrit ou avec une trace écrite, mais en même temps cette personne-là, contrairement à l'illusion qu'a souvent l'historien du contemporain, n'appartient pas à mon temps. Il a vécu une expérience que par définition, moi, je n'ai pas vécue. Alors, d'où votre question, à partir de... Alors, c'est une réponse partielle, hein, mais vous dites, au fond, d'une certaine manière, j'en viens à la troisième remarque, il y aurait une sorte de limite à l'histoire du temps présent. Il y a un moment où l'historien ne peut plus prétendre porter un regard historique sur les choses. Je suis d'accord avec vous, mais je vous renverrai la question, où est cette limite? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut la déterminer? De manière intuitive, sans problème. Ça nous est tous arrivé, je suppose, pour des gens qui travaillent sur des périodes contemporaines, à un moment de dire, ça, je ne peux pas. Cette question-là, je ne peux pas. Ou cette question-là, je crois que je rencontre ma limite. Ma limite au sens où je ne pourrais pas faire l'histoire telle que j'ai envie de la faire. Mais si on essaie de définir une limite structurelle à l'histoire contemporaine, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain laps de temps, au-delà, par exemple, une histoire qui aurait une semaine, c'est pas possible, enfin, je dis un peu n'importe quoi. Si on essaie de définir de manière technique, structurelle, cette limite, on ne la trouverait pas. Et l'une des choses que je n'ai pas pu développer, qui est un problème un peu connexe, la grande idée des historiens du XIXe siècle, la grande idée de l'histoire scientifique, c'est que l'histoire ne peut se faire que lorsqu'elle est achevée. Hein, c'est Fustel de Coulanges, ou c'est des auteurs de ce type qui dit « est historique ce qui a cessé d'être ». C'est-à-dire que l'histoire est associée, sinon à la mort, à la disparition, à quelque chose qui est passé, qui est révolu, justement. C'est ça l'innovation de la Révolution française. L'histoire du temps présent telle que je la conçois, par définition, est une histoire de l'inachevé. C'est-à-dire, elle ne doit pas se dire « Ah mon Dieu, je ne connais pas encore exactement toutes les conséquences possibles du 11 septembre sur la marche du monde parce que ça ne fait que 10 ans que l'événement s'est produit. » Oui, bien sûr, c'est une évidence. Mais je ne m'interdirai pas de jeter un regard d'historien sur cet événement, tout en sachant que cette histoire est inachevée, et j'irai beaucoup plus loin, l'histoire achevée, ça n'existe pas. Alors là, c'est un credo personnel, hein, y compris pour l'histoire médiévale, l'histoire moderne ou l'histoire antique. Cette idée qu'il existe une histoire qui serait achevée, dont on pourrait lire, parce que le processus est terminé, va complètement, de manière orthogonale, avec les conceptions qu'on a aujourd'hui de l'interprétation historique, et même de l'interprétation tout court, puisque l'histoire est évidemment une perpétuelle interprétation. Là, je dis une banalité. Et dernière chose, si je vous ai bien compris sur l'instrumentalisation, vous dites, en substance, c'est moins facile aujourd'hui d'instrumentaliser le passé qu'on a pu le faire à d'autres périodes, si j'ai bien compris. Oui, mais je vis en France, vous voyez, et je vis au Canada. Et je peux vous dire qu'en étant historien travaillant en France, l'instrumentalisation du passé est d'une actualité extrêmement brûlante. Je n'en dis pas plus parce que ce sera un des éléments de la communication que je présenterai demain au colloque. Mais je peux vous dire que l'instrumentalisation de l'histoire, elle a même une particularité, cette instrumentalisation. Parce que les politiques sont intelligents. Bien sûr, les politiques disent l'histoire, et même en France, on a des lois sur l'histoire, vous le savez, bon, ça va très loin, cette instrumentalisation. Mais les politiques sont intelligents, ils ne se contentent pas de dire l'histoire. Ils veulent dire une histoire scientifique. C'est-à-dire que ce qui est instrumentalisé, c'est pas simplement la figure de l'historien, bon, ça c'est banal, ou l'user du passé pour valoriser une action politique. On va user du passé de manière scientifique. C'est tout l'enjeu en ce moment d'une histoire, d'une maison de l'histoire de France.
où ceux qui vont faire cette maison sont des historiens professionnels, scientifiques, reconnus, ayant pignon sur rue, et d'excellents historiens. Mais l'instrumentalisation, elle ne se fait pas simplement sur le passé. Hein, Sarkozy s'inscrit dans la lignée de Napoléon et Louis XIV, bon, c'est banal, je dirais. Mais elle va se faire par l'instrumentalisation de la science. C'est-à-dire que ce qui est vrai d'ailleurs pour l'histoire est vrai pour d'autres domaines. La parole est vraie parce que ce sont des scientifiques qui le disent. Et ça, c'est le grand danger aujourd'hui pour les historiens comme pour beaucoup de scientifiques. Si la séparation était nette, si le pouvoir politique développait uniquement sa propre instrumentalisation du passé, bon, ben on reste dans des registres différents. Et probablement, il y a une différence entre l'Amérique du Nord et l'Europe, enfin, tel que je peux en juger. Mais lorsque vous vivez dans un univers où c'est la parole scientifique qui devient l'objet de convoitise en termes d'instrumentalisation, et pas simplement par le pouvoir d'en haut, mais aussi par le pouvoir ou par les pouvoirs d'en bas, alors là, la tâche est infiniment plus compliquée. Et ce que je dis, à mon avis, peut valoir pour des gens qui traitent de l'écologie ou qui traitent de biologie ou tout autre domaine scientifique qui a une prégnance dans l'espace public aujourd'hui parce qu'il y a des enjeux. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Nous avons 10 minutes, Justin? Oui, merci. Alors, vos questions sont sollicitées. Vos questions, commentaires. Est-ce que pour l'enregistrement, Florence, il y a un micro ou on est... On en a deux des micros. So my French is so limited that it's very dangerous for me to ask a question because all of this came through a bit of a fog. But it seemed to me that the impossibility of contemporary history, that the impossibility of contemporary history that you talked about was, I heard you speaking about the problem of passion and the passionate connection. Suppose this were recast not as a relationship where we are passionately involved, but where we are ethically involved. So that it's the ethical relationship between us in the present and the traumatic events, the ethical relationship between us in the present and the participants in a traumatic relationship which qualifies as contemporary history. Would that help to resolve the impossibility that you spoke of? It's a very good question because the first part la dernière partie de mon exposé s'appelait une certaine éthique de l'histoire. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire, je pense que la contradiction, en tous les cas, la tension qui existe entre cette impossibilité proclamée depuis 2 siècles, quelle que soit la forme sur laquelle, de la manière dont on la formule, est toujours tempérée par cette idée de nécessité. Évidemment que c'est une nécessité éthique. C'est-à-dire que, je prends un exemple très simple. Alors, les objections qui étaient faites à la possibilité d'une histoire contemporaine dans les années 1980 qui étaient très fortes. Très fortes. Il y avait une pression dans les carrières, les jeunes historiens ne pouvaient pas s'engager dans cette... Or, quel était l'un des arguments qu'on a utilisé à l'époque? Oui, mais cette histoire est écrite par d'autres. C'est-à-dire que ce besoin, cette nécessité est écrite par d'autres. Alors, c'était soit, au pire, des journalistes, Horresco référence, si vous faites de l'histoire contemporaine, vous serez un journaliste, ou alors c'était par les politologues ou par les sociologues. Mais s'il y a eu un développement de l'histoire scientifique contemporaine, une possibilité de faire une histoire contemporaine qui ressemble aux autres formes d'histoire, c'est parce qu'il y avait à la fois une ambition, mais parce qu'il y avait ce besoin éthique. Je vais dire aussi un autre exemple. J'ai eu souvent à l'époque, alors que j'étais très jeune, des débats avec des collègues médiévistes sur les grandes références de l'historiographie française. Fernand Braudel. Fernand Braudel a conçu le concept de longue durée dans un camp de prisonniers allemands, en Allemagne. Dans un camp de prisonniers en Allemagne. Et je ne récuse absolument pas le concept de longue durée.
Ce qui m'intéresse, c'est qu'un concept qui a structuré l'historiographie française, et même l'historiographie internationale, qui a contribué à évacuer l'étude de l'événement, l'étude de tout ce qui aujourd'hui fait le cœur de l'histoire contemporaine, ce concept a été conçu au cœur de la plus grande catastrophe du siècle. Or, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la réponse que fait Braudel à la situation dans laquelle il se trouve, c'est une réponse d'évacuation complète du présent. Le présent est totalement évacué de la situation qu'il vit, qui est une situation d'ailleurs assez classique chez beaucoup de captifs, notamment de prisonniers de guerre. Mais en même temps, ce qui résultait d'une expérience personnelle, d'une éthique, disons, personnelle, ne peut pas être érigé en éthique de toute une profession. Imaginons que dans les années, d'ailleurs la chose est impossible, mais je prends cet exemple, j'ai refusé de témoigner au procès pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui. Et en même temps, j'ai dit, et les gens ne comprenaient pas, je me félicitais qu'il y ait des historiens capables de répondre aux questions que la justice leur posait sur Vichy. Mais si on avait écouté Braudel et toute sa tradition, il n'y aurait jamais eu d'historien de Vichy, il n'y aurait jamais eu d'historien de l'Holocauste, il n'y aurait jamais eu d'historien du nazisme. On était dans l'écume des choses. Alors je caricature, bien sûr, c'est un débat aujourd'hui dépassé, mais la nécessité d'une histoire contemporaine n'était pas simplement une nécessité sociale, c'est pas simplement qu'il y avait une pression sociale qui s'exerçait sur un jeune historien comme moi ou comme d'autres, mais il y avait l'intuition que des questions majeures de notre temps méritaient d'être confrontées à un regard, ou même d'être étudiées avec un regard historique. D'où une urgence éthique, enfin, c'est comme ça que j'interprète votre question, une urgence éthique, c'est-à-dire qu'il y a une réponse qui est de l'ordre de l'éthique, et en même temps le développement d'une éthique particulière, ce qui est autre chose. C'est-à-dire que cette histoire s'est faite d'une certaine manière parce que justement elle était prise dans, alors là oui, dans la catastrophe qui au départ était celle de la Seconde Guerre mondiale, de ses effets, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais le mot éthique pour moi est absolument essentiel et je le prends dans un sens, au sens étymologique, hein. Je ne le prends pas dans le sens que ce serait bien ou moins bien de faire telle ou telle forme d'histoire. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, je me demandais en fait si vous pourriez faire un parallèle entre la rupture, vous parlez de la Révolution française, la rupture que ça peut engendrer, les implications sur le regard projeté vers l'histoire, entre la Révolution française, la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre froide. Est-ce que vous voyez un parallèle L'après-guerre froide. Oui. Merci. Merci. Oui, c'est ça. Oui, alors je n'ai pas le temps de développer, c'est des choses qui sont les plus banales, c'est que une des manières de définir l'histoire contemporaine, c'est, il y en a deux, il y aurait une définition qui serait structurelle. De tout temps, une histoire contemporaine aurait signifié de travailler sur une période pour laquelle le recul serait de tant d'années. C'est une définition qui techniquement existe avec, par exemple, la communication des archives publiques. Il y a une histoire, il y a une délimitation juridique du temps historique, puisque en deçà d'une certaine période, l'historien ne peut pas avoir accès aux archives publiques. Du moins, c'était la condition. Et puis, il y a une définition qui, elle, se base de façon assez traditionnelle sur des dates charnières. Nous enseignons tous et nous savons tous que dans les cursus, on définit le début d'une période historique ou historiographique à partir d'une date. Et là, c'est la grande question. Est-ce que 1989, c'est comme ça que j'entends l'après-guerre froide, hein, est-ce que 1989 constitue un point de départ pour l'histoire, une nouvelle histoire contemporaine? C'est une question, là, je pense qu'elle se pose dans l'historiographie européenne, peut-être pas de façon frontale, mais elle se pose dans l'idée qu'effectivement la Seconde Guerre mondiale appartient à un autre univers. Mais moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup. Si on définit comme histoire contemporaine une période qui commence avec 1989, où je suis tout à fait court, comment est-ce qu'on va définir la période qui précède? C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation extrêmement difficile, puisqu'au moins ceux qui ont accepté cette définition absurde sur le plan sémantique d'une contemporanéité qui dure depuis la Révolution avaient au moins l'intuition de quelque chose de très fort. C'est ce que j'essaie de dire en une formule simple. Ils confondaient volontairement modernité et contemporanéité. Nous étions dans la même modernité, hein, mais même si le temps était différent. C'était la même modernité qui faisait qu'on pouvait se sentir contemporain
de la Révolution française. Si on décide que 1989 constitue une coupure majeure dans la perception de la période historique, le contemporain naîtrait avec 89, que devient la période qui précède? Que devient la période entre 1789 et mettons même 1945, admettons, laissons 45-89 dans un avant, une sorte d'avant, alors qu'avant c'était la fin de l'histoire, mais enfin bon. La question est très compliquée. La question est très compliquée. Et il y a une autre manière de répondre. L'existence d'une catastrophe n'induit pas l'émergence d'une historiographie immédiatement partout de la même manière. Alors je prends l'exemple que je connais, si on prend l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, elle engendre dans des lieux très précis des réactions historiographiques immédiates où l'histoire contemporaine va être au cœur du dispositif. L'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne fédérale, avec la création, je disais, de l'Institut für Zeitgeschichte en 1950, les prémices c'est 49, ou mon propre institut dont les premières pierres ont été jetées en 1944. Je pourrais prendre un autre exemple, il existe en France une grande institution qui s'appelle la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, qui est une bibliothèque un peu unique en son genre, une bibliothèque aussi un lieu d'archives de l'histoire contemporaine. Elle est née à la fin de la Première Guerre mondiale avec cette idée, qui est devenue banale aujourd'hui, après un cataclysme comme une guerre, il faut entretenir les traces. Il ne faut pas attendre que les historiens les trouvent par hasard 50 ans après, il faut les constituer d'entrée de jeu au moment où l'événement est en train, entre guillemets, de se terminer. Donc, il y a une histoire contemporaine qui émerge après la Première Guerre mondiale ou après la Deuxième Guerre mondiale et qui va poser les bases d'une historiographie. La première historiographie du nazisme, elle date des années 50, Lucien Nuremberg, que je n'ai pas le temps de développer. Mais dans le même temps, cette historiographie contemporaine ne se développe pas partout. Et en tous les cas, elle ne devient pas ce qu'elle va devenir dans les années 80. Et là, il y a une autre question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il peut y avoir des effets retard. Il peut y avoir, et là, on retrouve la question du traumatisme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un laps de temps qui ne serait pas le temps nécessaire pour avoir du recul, qui est la tradition historiographique depuis le 19e. Attendre que la Seconde Guerre mondiale tombe dans un univers qui serait le passé, c'est fini, on peut en parler, mais il y a un temps qui est, je dirais, le temps du refoulement levé, de la levée du refoulement. C'est un peu la thèse que j'ai développée pour Vichy dans des travaux anciens. C'est-à-dire qu'il a fallu 1, 2, 3 générations pour que des questions qui n'ont pas été posées dans l'après-guerre le soient 30 ou 40 ans après. C'est un phénomène à la fois social, qui n'est pas très loin de l'historiographie, mais c'est aussi un phénomène historiographique. Et là, on est dans ce que je pourrais appeler l'après. Dans un concept freudien, on pourrait appeler l'après-coup. C'est-à-dire, c'est le temps nécessaire pour que le traumatisme rejaillisse à la surface, ou en tous les cas, pour qu'il puisse être formulé avec des termes, avec des récits, etc. Or, si on prend l'histoire de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et si j'accepte le cas de l'Allemagne, qui est un peu particulier, évidemment, la plupart des pays qui ont été occupés par l'Allemagne nazie ont connu une temporalité historiographique à peu près similaire. L'éclatement d'une historiographie, et en tous les cas qui a, disons, déployé une série de questions qui n'ont pas été posées dans l'après-guerre, se déployait à peu près dans les années 70-80. Il a fallu donc 2 ou 3 générations. D'où question, est-ce que ces 2 ou 3 générations seraient un phénomène, entre guillemets, anthropologique? C'est-à-dire que de tout temps, et dans le futur, il faudra attendre 1, 2, 3 générations pour qu'un événement qui est fait, qui a été considéré comme une catastrophe dans une société donnée, puisse donner matière à des analyses historiques approfondies, développées, etc., où cette notion est strictement conjoncturelle et a à voir avec ce qu'a été la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est clair, mais ma grande question, c'est de savoir si ce qui s'est passé après 1945, et qui est une des bases des explications que j'essaie de donner, a une quelconque pertinence dans le futur, question à laquelle je ne peux pas répondre. D'où mon interrogation sur le passé. Comme je ne peux pas répondre sur le futur, parce que je suis un historien, j'ai essayé de trouver des réponses dans le passé, et j'en trouve pas beaucoup. Parce qu'encore une fois, si je remonte avant la Révolution, c'est fini. Cette notion d'histoire contemporaine explose, elle n'a pas de sens. Donc on est obligé de raisonner la question sur la contemporanéité sur une période, au fond, assez brève à l'échelle de l'histoire, 2 siècles. Sur 2 siècles, avec quelques événements qui émergent. Mais voilà, ma réponse n'est pas très satisfaisante, hein, je m'en rends bien compte.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière? Oui, s'il vous plaît. Je vous remercie tout d'abord pour... Oui, je vous remercie tout d'abord pour ces réflexions qui m'ont beaucoup nourri personnellement. Je voulais apporter peut-être un élément que vous avez sans doute dans vos notes, mais sur lequel vous n'avez pas beaucoup eu le temps de développer, qui m'a beaucoup interpellée. Je suis historienne de l'art de la période contemporaine, je dis bien contemporaine de cette période. J'ai enseigné l'histoire de l'art en France et j'ai eu un choc moi-même parce que je travaillais sur ce qu'on appelle l'art moderne, modern art, mais j'étais une historienne de l'art contemporanéiste. Je travaillais notamment sur Baudelaire et sur les représentations qu'il avait des artistes de son temps, le fameux Constantin-Guy notamment, et cette notion de modernité que Baudelaire employait et qu'ensuite, par exemple, Zola avait reprise en parlant des peintres de la vie moderne, Manet étant le peintre de la vie moderne. Et je ne me retrouvais pas et j'avais beaucoup de problèmes avec cela. Et un peu comme vous, en allant ailleurs, et notamment en allant en Chine un jour, j'ai organisé une exposition et on m'a posé une question que j'ai trouvée extraordinaire. On m'a dit, pourquoi vous, en histoire de l'art occidental, vous faites que l'histoire des ruptures? Parce que j'étais en fait à Canton dans un musée d'art, point. Il n'y avait ni le mot moderne, ni le mot contemporain. Et on m'expliquait devant un tableau merveilleux, un paysage qui avait été fait, je pense, en 1998, qui avait la même technique, la même configuration et peut-être un peu la même apparence de ces paysages verticaux chinois. Ce maître-là est fantastique parce qu'il fait ce qu'on fait depuis 200, 2000 ans. Je caricature, hein. Et j'apporterais peut-être comme pierre la notion de rupture. Moi, dans mon domaine, en histoire de l'art, c'était pas tant le trauma qui était cette limite de la Révolution française, par exemple. Les historiens de l'art depuis le début, depuis Vasari, d'ailleurs, qui était aussi un critique d'art, et pas seulement un historien, puisqu'il travaillait sur des artistes vivants. En ce sens-là, j'adhère complètement à ce que vous dites. Jusqu'à une certaine période, le passé et le présent semblaient liés complètement, et un bon historien du passé connaissait le présent et vice-versa, hein, ou s'était impliqué au présent. Et j'étais très très embêtée avec cette notion de rupture qui était dominante dans une certaine vision de l'histoire de l'art, discipline que je pratiquais. Donc voilà, j'aurais voulu peut-être vous entendre sur cette chose. Est-ce que la Révolution française notamment, et est-ce qu'après, pour la violence, sa violence, la violence aussi du concept de trauma, si j'entends bien dans votre discours par rapport à l'histoire contemporaine, nous peut-être qu'en art, Dieu merci, on avait moins de violence. C'est une question simplement, est-ce que cette notion de rupture-là n'est pas essentielle? Je vous remercie pour ce commentaire, parce que c'est comme vous avez... Enfin, c'est très exactement ce que j'ai essayé de dire. Alors, j'ai peut-être pas employé ce terme dans mon exposé, mais bien sûr. Alors, je suis totalement d'accord, c'est-à-dire, tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, l'une des hypothèses, c'est que puisque nous sommes encore dans l'après-coup révolutionnaire, sauf démonstration contraire, mais la conception même de l'histoire ayant été bouleversée par une rupture, on considère, enfin c'est pas moi qui considère, je me suis abrité derrière les sommités, Foucault, Kozelek, comme une rupture épistémologique, c'est pas simplement une rupture politique ou culturelle, c'est une rupture épistémologique. La manière même d'aborder un objet, une science, une compréhension du monde. Il y a une rupture. Et peut-être qu'il y a, enfin j'en suis même sûr, j'abonde dans l'autre sens, dans l'historiographie, une dominante de cette rupture, c'est-à-dire la préoccupation pour la rupture est comme un écho de cette préoccupation qu'a engendré la Révolution française, elle-même rupture majeure. Et où je vais voir un indice de cette, encore une fois un terme freudien, de cette répétition de la rupture dans l'historiographie par l'émergence de l'école des annales. L'émergence de l'école des annales est très intéressante. Tout à l'heure, j'ai un peu caricaturé Brodel, parce que c'était des souvenirs de jeunes étudiants. Mais en même temps, si je reprends l'école des annales, la première, pas celle de Brodel, celle de Marc Bloch et de Febvre, qu'est-ce qui est extrêmement intéressant dans l'école des annales, à part les innovations, l'historiographie, bon, tout ça c'est connu, je n'y attarde pas, c'est que qu'est-ce que fait l'école des annales? Elle veut renouer le passé et le présent. C'est-à-dire qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va dire? Alors on va dire d'ailleurs, Marc Bloch est un historien du temps présent, il y a une biographie de Marc Bloch, où d'ailleurs j'ai découvert la citation que je disais tout à l'heure de Daniel, le temps présent commence avec la dernière catastrophe mondiale. Bon, Marc Bloch est considéré comme un historien médiéviste, mais aussi du temps présent. Si on regarde, même sans être un grand spécialiste de
l'école des Annales, on voit bien qu'un des projets de l'école des Annales, c'est de rompre, j'emploie le terme à dessein, avec la rupture. C'est-à-dire d'aller au-delà de la rupture, de cette rupture entre le passé et le présent. Et lorsqu'on observe, ça a été analysé par des collègues, François Doss et d'autres, on voit bien qu'il y a, ne serait-ce que dans la revue Les Annales, la réémergence, l'apparition de problématiques du présent. L'histoire régressive, par exemple, le concept d'histoire régressive tel qu'il est formulé notamment par Marc Bloch, c'est-à-dire qu'on pose, simplement, je ne vais pas vous faire un cours, mais on pose simplement un problème historique à partir d'une préoccupation du présent et on remonte dans le temps. Hein, ce que j'ai essayé de faire moi-même avec le concept de contemporanéité. Bon, alors, je ne sais pas si ça a été dit ou écrit, en tout cas, je ne l'ai jamais vu formulé comme tel. On présente l'histoire des Annales comme une réaction à l'histoire dite positiviste des Seniobos, de l'histoire méthodique, à une réaction contre cette historiographie, disons, franco-allemande qui a établi les bases de la méthode, etc. Mais ce qu'on ne voit pas d'une certaine manière, c'est que l'école des Annales renoue avec une conception de l'histoire qui prévalait avant la Révolution. Alors évidemment, avec une énorme différence, c'est qu'elle est scientifique. En tous les cas, elle évolue dans un univers scientifique. Vous disiez, l'univers de normes, de contrôle, etc. Et je dis ça parce que c'est l'un des reproches qu'on nous a fait qui nous paraissait injuste, notamment Hartog, qui a été un grand malentendu pendant des années avec François Hartog. Il disait l'histoire du temps présent accuse la coupure entre le passé et le présent. Vous vous préoccupez du présent, vous isolez le présent en disant que l'histoire contemporaine est singulière. C'est là où il y a un malentendu, c'est la pratique qui est singulière. C'est pas la période, c'est la pratique qui est singulière. Vous accusez cette coupure entre le passé et le présent, alors que l'école des Annales, qui est encore la référence sacrée, a au contraire essayé de l'atténuer. Et moi, d'une certaine manière, je me dis, mais tout va bien, je me retrouve de la tradition des Annales. Non pas parce que je vais utiliser les méthodes géniales qu'ils ont inventées, ça c'est totalement intégré dans l'historiographie internationale, mais parce que, d'une certaine manière, je plaide pour une histoire du temps présent qui, justement, ne soit pas uniquement l'histoire de la rupture, puisque c'est notre fond de commerce. Et ça, c'est un des grands débats, y compris chez les contemporanéistes. Est-ce que ceux qui travaillent sur l'histoire politique traditionnelle font la même histoire que ceux qui travaillent sur l'histoire du nazisme ou de la guerre froide ou des grands bouleversements du siècle? A priori, oui. Et pourtant, non. Quand on regarde de près, non. Et ça, c'est l'un des dangers, parce qu'en même temps, c'est un risque, que l'histoire contemporaine, ou l'histoire du temps présent, soit happée par ces objets. C'est-à-dire que, puisque ces objets de prédilection, c'est la rupture, elles deviennent elles-mêmes une historiographie qui ne s'intéresse pas à autre chose qu'à la rupture. Ça, cette critique, elle m'a, enfin, en tout cas personnellement, elle m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai pas de réponse, mais l'une des réponses, c'était pour ça que je me disais, voilà, j'ai voulu faire une histoire de la contemporanéité sur la longue durée, puisque avant la Révolution, bien sûr que l'histoire, il y avait des ruptures dans l'histoire, mais la rupture n'était pas la modalité première de l'écriture de l'histoire. Alors que si on regarde l'historiographie depuis la Révolution, enfin, comme ça, intuitivement, c'est quand même... Quelles sont les dates qui fondent une période historiographique dans l'histoire contemporaine? Les guerres et les empires. C'est ça, guerre, révolution, empire.